Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du samedi politique. De la guerre en Ukraine en passant par le Covid et la crise énergétique, l'État s'immisce partout. Il impose ses règles, il impose ses contrôles. Alors peut-on s'émanciper de lui ? Comment faire sans rentrer dans l'illégalité? C'est tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais en attendant, comme chaque semaine, n'oubliez pas de commenter, de partager et de cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de cette émission parce que vous êtes le gage de notre succès. C'est parti. Et à mes côtés aujourd'hui, Éric Vérac. Bonjour monsieur. Bonjour Élise. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour vous présenter, vous êtes énarque, tout le monde n'est pas parfait. Ça vous remonte êtes à loin. Hein. Également l'animateur du site. J'espère pour vous. Vous animez également le site Le Courrier des Stratèges. Vous avez également monté l'association Restez Libre. On en reparlera un peu plus tard. Et vous avez publié de nombreux ouvrages. On se rappelle le Grand Reset, mythe et réalité que vous avez présenté sur TV Liberté également. Mais aussi ce dernier ouvrage, Sécession, manuel d'autodéfense contre la caste. C'est aux éditions Culture et Racine. Et les téléspectateurs peuvent en faire l'acquisition dès à présent sur le site tvl.fr. Alors, avant de détailler vos recommandations, Éric Vérac, dans ce manuel, donc je l'ai dit, d'autodéfense contre la caste, je vous propose un petit tour d'horizon de la situation actuelle. Je l'ai dit, votre précédent ouvrage faisait référence au fameux Grand Reset de Klaus Schwab. Pour vous, aujourd'hui, où nous situons-nous dans ce processus? Est-ce qu'il est en cours? Est-ce que nous sommes dans la dernière ligne droite avant le fameux grand collapse que vous évoquez également? Alors, pour moi, on est à mi-chemin. C'est-à-dire que dans ce que disait Klaus Schwab dans son livre Great Reset, qui est la grande réinitialisation en français, il expliquait qu'il y avait le Covid qui était une opportunité pour mettre en place ou pour accélérer des plans de transition énergétique. Et on voit qu'aujourd'hui, ce plan se met en place, puisque on peut le présenter de nombreuses façons, mais je vais le dire de façon polémique. Aujourd'hui, le pouvoir instrumentalise la crise en Ukraine pour justifier de pénurie énergétique ou de diminution de consommation énergétique. Occasionnée par des sanctions qu'elles ont décidées eux-mêmes, d'ailleurs. Et c'est ce que Macron avait annoncé lors du Conseil des ministres de rentrée au mois d'août, où il avait dit c'est la grande bascule vers la fin de l'abondance. Et ça, c'est la mise en place du Great Reset tel qu'il est proposé par Schwab, qui utilise d'ailleurs des mots comme bascule dans son livre, aux grandes bascules. Donc on voit qu'il y a une continuité, particulièrement en France, sur cette stratégie. Mais pour moi, l'objectif final du Great Reset, c'est la mise en place de l'euro numérique, c'est-à-dire la capacité à faire du tracking, du capitalisme de surveillance, comme on dit, sur la totalité des transactions bancaires, c'est-à-dire sur votre vie quotidienne. Et cet euro numérique, a priori, sera mis en place. Les premières expérimentations ont lieu en ce moment. Les banques françaises font des tests, par exemple, avec l'euro numérique pour réaliser des transactions internationales en euro numérique. Et la Banque centrale européenne a annoncé sa mise en place en 2024, sa généralisation en 2027. Donc, de mon point de vue, la fin du Great Reset, si elle a lieu, si rien ne la contrecarre, car le Great Reset n'est pas un complot, c'est une conspiration, pour reprendre les termes de l'Union européenne. Tout ça est codifié désormais. Donc il y a un projet, mais rien ne dit qu'il va réussir, et rien ne dit que l'histoire est inéluctable. Mais s'il doit réussir, et je le souligne, ce n'est absolument pas sûr, et je suis convaincu pour ma part qu'il va échouer, s'il devait réussir, il réussirait en 2027 avec cette généralisation de l'euro numérique, peut-être un peu avant avec la généralisation du dollar numérique, puisque toutes les banques centrales aujourd'hui, y compris en Chine, la Banque centrale de Chine, met en place un yuan numérique, donc il y a un objectif de numérisation des monnaies internationales, et qui sera pour moi, si elle se met en place, cette numérisation, la réalisation du Great Reset. Et alors, si on veut bien comprendre, pour les citoyens français par exemple, au quotidien, quelles seront les incidences d'un tel euro numérique? Ça veut dire que dans leur portefeuille, il n'y aura plus d'argent concret, il n'y aura plus de billets, il n'y aura plus de pièces? Des billets de Monopoly, si on veut, mais tout sera en réalité payé effectivement par des cartes bancaires. Alors peut-être qu'il restera
200 € en liquide par mois, quelque chose comme ça, pas plus. L'essentiel sera payé par des systèmes de paiement beaucoup plus efficaces ou beaucoup plus rapides que les cartes bleues aujourd'hui qu'on glisse avec des codes. D'ailleurs, des outils existent déjà, les Apple Pay, les Google Pay, qui permettent d'accélérer les procédures, les transactions. Le changement majeur, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que votre banque qui a accès à vos transactions. Il y a eu un scandale il y a quelques semaines, puisque Bercy a demandé à avoir accès à toutes les transactions bancaires des Français. Les banques ont refusé. Mais donc, si Bercy l'a demandé, c'est que ça pose un problème, c'est qu'aujourd'hui, seule la banque connaît vos transactions. Et si vous avez plusieurs banques, eh bien, vos transactions sont divisées en plusieurs banques. Et donc, il est assez difficile de vous suivre, même si c'est possible. Mais ça suppose une enquête judiciaire. Une intelligence artificielle aujourd'hui ne peut pas facilement suivre les transactions bancaires des Français. Avec une monnaie numérique centralisée, la monnaie centrale numérique, comme on dit, c'est la banque centrale européenne qui suivra toutes vos transactions dès le premier euro, sur un grand ordinateur avec un grand silo de données. Et donc, on saura que Madame Blaise, elle a acheté X dans tel magasin, Y dans tel autre, qu'elle a payé son loyer à tel moment, etc. Et qu'accessoirement, Madame Blaise a trop dépensé, donc il faudrait peut-être lui couper. Et ce sera l'occasion de dire, mais Madame Blaise, elle avait droit à 200 litres d'essence cette année, ou ce trimestre, ou ce mois-ci. Elle en a consommé 205, donc on bloque la consommation à 200 litres d'essence. On bloque la consommation à X kWh d'électricité. Donc si vous avez l'habitude de mettre vos radiateurs électriques à fond, on vous dira peut-être fin mars, écoutez, là, vous avez consommé pour toute l'année, donc maintenant on vous met col roulé ou on réduit autoritairement votre consommation, votre capacité à vous chauffer. On peut le faire sur tout un tas de choses. On peut varier les plaisirs. On peut dire, tiens, vous n'êtes pas vacciné, donc pour vous punir, on vous réduit vos droits à circuler en voiture ou à acheter des billets de train ou même à partir en vacances à l'étranger. Donc on vous bloque vos achats de billets d'avion parce que vous n'êtes pas vacciné, donc vous n'avez plus le droit de vous déplacer. Ça peut être des politiques de ce genre. Et bien évidemment que tout cela est d'ores et déjà théorisé et en gestation dans un certain nombre de pays ou en gestation dans un certain nombre de cerveaux qui se disent que qu'est-ce que c'est bien l'intelligence artificielle, ça va permettre d'obliger les gens à respecter les règles sans mettre un gendarme derrière eux. Il faut bien le rappeler, c'est qu'avec le Covid, on a vu des utilisations semblables et en général, quand la technique permet une utilisation, c'est rare que personne ne s'en serve. Alors, ce qu'il faut même souligner, chère Élise, c'est que en fait, le marketing a été assez réussi puisque à l'occasion du Covid, on a dit aux gens, si vous êtes des citoyens responsables, vous devez vous-même entrer dans la seringue de la surveillance. Et donc, vous avez eu plein de gens en France qui se sont dit, je suis un bon citoyen, maintenant, je renonce à mes libertés et je me fais surveiller parce que c'est pour le bien du groupe. Et donc, on a poussé les gens à s'engager dans l'abolition, dans le renoncement à leur propre liberté, ce qui fait que maintenant, vous avez... Pour une impression de sécurité. Pour une impression de sécurité. On a refait la même chose avec l'Ukraine, où on a dit, regardez, le méchant Poutine attaque les gentils Ukrainiens. Est-ce que vous voulez recevoir une famille chez vous d'Ukrainiens réfugiés ? C'est pour le bien de la liberté. Et vous avez plein de gens qui ont dit, je soutiens Zelensky, tiens, prends ça Poutine, moi je reçois une famille d'Ukrainiens chez moi et je les aide. C'est sûr que les gens qui reçoivent une famille d'Ukrainiens chez eux n'oseront plus jamais remettre en cause leur choix et diront à vie, Poutine est un méchant et je soutiens Zelensky, parce qu'ils sont prisonniers maintenant de leur engagement. Ça s'appelle le principe de cohérence. C'est un principe très connu en psychologie sociale, en marketing, et le système est très bien monté de cette façon. Alors on y reviendra sans doute tout à l'heure en parlant de la fameuse sécession psychique que vous évoquez dans cet ouvrage. Mais avant, je voudrais revenir encore sur ce tour d'horizon actuel. Vous l'avez dit, on est en crise énergétique, mais vous insistez très lourdement dans le début de cet ouvrage sur le potentiel de crise alimentaire. Et vous l'expliquez, la crise énergétique n'est pas sans lien puisqu'on ne peut plus faire d'engrais azotés, donc ça limite la production agricole. Le grenier de céréales de l'Europe de l'Est, largement manipulé d'ailleurs par Volodymyr Zelensky, selon vous, qui s'en sert pour faire pression sur l'Europe, a également une importance. Pour vous, est-ce que ça peut devenir une réalité, la pénurie alimentaire en France ? Alors, la question c'est... Est-ce que ça peut devenir ou est-ce que certains souhaitent que cela le devienne ?
Question à laquelle il est difficile de répondre aujourd'hui parce qu'on manque d'éléments concrets. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'esprit du Great Reset de Schwab, l'idée est écrite qu'on accélère les changements de civilisation, puisque c'est de ça qu'il est question, c'est d'un changement de civilisation, on les accélère par la nécessité, plutôt qu'en laissant faire. Et que donc, finalement, c'est ce que Naomi Klein a appelé la stratégie du chaos. Finalement, organiser le chaos, ça permet d'accélérer l'histoire. Et il y a cette idée aujourd'hui qui est assumée dans la caste. Et donc, de mon point de vue, je regarde comment se passe la pénurie de carburant. Lorsque la pénurie a commencé, du fait de grèves devant les raffineries, c'est-à-dire il y a 3 semaines, le gouvernement nous a dit non mais ça va revenir à la normale la semaine prochaine. Voilà. Et puis chaque semaine on dit non mais on vous annonce des améliorations chaque semaine. Et là nous en sommes encore avec 20% de stations essence qui ont des problèmes d'approvisionnement de carburant. C'est-à-dire que ça fait 1 mois que le gouvernement finalement dresse des rideaux de fumée pour dire on s'en occupe, tout va bien, dit aux journaux, parlez donc d'autre chose et détournez le regard de cette pénurie d'essence. Et il se trouve que quand on fouille les documents officiels, on s'aperçoit qu'en mars 2020, c'est-à-dire au moment où on décidait le confinement, un groupe interministériel de travail a rédigé la stratégie bas carbone de la France et a préconisé une baisse de 33% de la consommation d'énergie par les ménages entre 2020 et 2025. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a dans la bureaucratie française une volonté de diminuer très fortement la consommation, notamment de carburant, par les ménages, d'ici à 2025. 33%, c'est colossal en 5 ans. Il n'y a pas de baisse de telle ampleur jusqu'à 2050 qui soit prévue. Et on se dit, est-ce qu'on est sûr que la passivité du gouvernement face à ces pénuries de carburant ne procède pas aussi d'une stratégie à bas bruit qui consiste derrière les rideaux de fumée, on fait de l'esbrouf. En réalité, ce sont aussi des ballons d'essai pour voir comment réagit l'opinion publique et pour voir quel degré de docilité a été endossé par le peuple depuis les stratégies du choc du confinement. Et donc, de mon point de vue, il y a un sujet sur les pénuries alimentaires qui va devoir se poser de façon probablement séquencée, de façon raisonnable, mais c'est quelque chose qui existe. Vous voyez, je fais le point des pénuries cette semaine. On parle par exemple d'une pénurie de lait pour des raisons structurelles, c'est-à-dire que produire du lait aujourd'hui au prix de vente actuel n'est pas rentable pour les éleveurs et donc les éleveurs cessent leur activité parce que produire du lait n'est plus une activité qui leur permet de vivre. Donc on peut déjà anticiper le fait que sur les 2 ou 3 ans à venir, si on ne prend pas des mesures de soutien au niveau de vie des éleveurs de lait, ce qui est une forme de nationalisation de la production de lait, on sait que le lait va beaucoup augmenter. Lactalis a dû augmenter son prix d'achat de 33% d'un coup, 32% je crois. Ça veut dire que le prix du lait va augmenter fortement et que donc l'inflation, elle est aussi le produit de cette stratégie où si le prix du lait, la production de lait devient de plus en plus coûteuse, c'est parce que les intrants, comme on dit, la nourriture pour les bêtes, l'électricité qu'il faut pour faire tourner les machines augmentent. Certes, il y a un problème de climat, de température très chaude, mais il y a aussi un problème d'intrants, comme on dit. Et donc ça veut dire que la cascade de conséquences de la guerre en Ukraine, que nous avons choisi de mener, rien ne nous obligeait à suivre la ligne américaine. Cette cascade, elle va se traduire par des renchérissements de produits dont les Français ont besoin au jour le jour, de produits de première nécessité. Et ça, on ne l'a pas encore clairement expliqué. On dit aux Français, il y a des boucliers tarifaires. En réalité, ce que les Français n'ont pas vu clairement, c'est que l'État est en train de faire tourner la planche à billets pour soutenir en apparence le pouvoir d'achat des Français. Ça veut dire qu'on est en train de diminuer la valeur de la monnaie artificiellement pour faire croire aux gens qu'on leur maintient leur niveau de vie. Ce qu'on ne dit pas clairement, c'est que la stratégie que nous menons, notamment en Ukraine,
va conduire à un appauvrissement général de la population. Ce qui est très intéressant, ce qui m'a semblé très intéressant et que j'avais vu nulle part, c'est cette évocation de l'argent magique qu'on a connu pendant le Covid, où il y a eu beaucoup d'aides qui ont été décidées de l'État. Et vous voyez ça comme une forme d'écran de fumée de croissance qui sollicite une forme d'hyperconsommation. C'est-à-dire que comme les gens n'ont plus besoin de travailler pour avoir de l'argent, finalement, l'argent rentre quand même et donc ils continuent de consommer, alors que, si j'ai bien compris votre propos, finalement, il faudrait quand même évoluer pour différentes raisons qu'on évoquera après, plutôt vers un peu de décroissance. Alors, en réalité, j'avais écrit un livre en 2011 qui s'appelait « Jusqu'ici tout va bien », et qui s'était interrogé sur qu'est-ce que la croissance. Donc moi, la croissance, je ne sais pas bien ce que c'est. En réalité, la croissance, quand vous faites une guerre, si vous détruisez le château de Versailles et que vous le reconstruisez, vous faites de la croissance. Voilà. Mais est-ce que la croissance est positive? Je ne sais pas, c'est de la croissance. Il faudrait demander aux Américains, ils doivent avoir une idée là-dessus. Moi, je vais... Exactement. Eux, ils ont une doctrine même. Moi, je pose le problème autrement. D'abord, cette idée il faut gaver les gens d'allocations, d'argent, on appelle ça l'hélicoptère money dans la théorie monétaire moderne. C'est une idée qui a été très, très défendue, très préconisée par Klaus Schwab et son Great Reset. C'est écrit à toutes les pages pratiquement. Il faut un big government qui gave les gens de revenus universels, dont on pourrait discuter, d'allocations en tous sens, d'hélicoptère money. C'est ce qu'a fait Biden et qui a fait exploser l'inflation en très peu de temps. Et c'est ce que nous avons fait en Europe et qui fait exploser l'inflation. Tout ça ne repose que sur de l'argent imaginaire. C'est-à-dire qu'on fait tourner la planche à billets, on dit tiens, prends ton billet et va acheter quelque chose. Ça ne durera qu'un temps. Les gens commencent à s'en rendre compte en voyant les prix augmenter. Moi, je positionne le problème autrement. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des fonctionnements naturels dans les sociétés et il y a des fonctionnements artificiels. Et aujourd'hui, artificiellement, on vous explique, je ne sais pas vous, mais moi je reçois régulièrement de mon opérateur téléphonique un petit mot pour me dire « Ah, vous avez droit à un téléphone gratuit. Ah, vous pouvez changer votre téléphone. Ah, vous pouvez ceci. Vous pouvez... » Est-ce qu'on a besoin de changer de téléphone tous les ans? Est-ce qu'on a besoin d'avoir 2, 3, 4 téléviseurs chez soi, de taille toujours plus gigantesque? Est-ce qu'on a besoin d'être gavé dans une vie naturelle, si vous voulez, pour moi, la vie naturelle, pour moi, il y a une existence naturelle, qui est celle de l'humanité, qui est d'abord tournée vers l'élévation spirituelle. Et aujourd'hui, en Occident, il y a très clairement une stratégie globale d'effondrement, d'implosion spirituelle. Et là aussi, le livre de Klaus Schwab, La Grande Réinitialisation, est extrêmement éloquent. Il parle de l'homme, de la grande réinitialisation de l'homme, c'est le dernier chapitre du livre, où il dit qu'au fond, l'objectif de l'homme, c'est de vivre sans angoisse, d'être dans le bien-être. Alors le bien-être, ça veut dire, comme Bouddha, on ne se pose plus de questions. Et on se contente de consommer, de faire comme on nous dit de faire, et tout va bien. Les jeunes ont des mots terribles là-dessus. Tranquille, vous savez, il faut être tranquille. On est dans l'idéologie de la tranquillité. Or, moi je crois que l'humanité, elle procède fondamentalement de l'intranquillité. On ne peut pas s'élever à l'humanité si l'on est tranquille. Et je suis pas pour la décroissance, je suis pour le retour à l'intranquillité. Je crois qu'on progresse dans la vie par l'angoisse, par les incertitudes, par le doute, par l'effort pour surmonter les difficultés. Et que cette espèce d'idéologie où on vous dit « Écoute, tu nais, tu reçois ton numéro de sécurité sociale, tu mourras avec ton numéro de sécurité sociale, et entre-temps, on va t'assurer un encéphalogramme plat », je pense que c'est la négation de l'humanité. Et je suis pour qu'on arrête d'expliquer aux gens que l'objectif est d'avoir un téléphone portable, d'aller prendre des cafés en terrasse, et de regarder TF1 le soir en se disant qu'est-ce que c'est bien. Ça fait au moins 2 ou 3 semaines que je n'ai pas regardé le journal télévisé TF1. Je n'avais pas regardé depuis plusieurs années. J'ai été fasciné. Je crois qu'il y avait une actualité très brûlante en Ukraine ce jour-là. Il n'y a pas eu un seul reportage au journal de 20h de TF1 sur l'Ukraine et sur la situation internationale. Il n'y a eu que comment baisser sa consommation d'énergie, comment acheter des produits alimentaires moins chers.
Et aujourd'hui, la fonction des médias subventionnés par l'État ou réglementés par l'État, comme les grandes chaînes de télévision, leur fonction est d'endormir la conscience, de calmer les angoisses. C'est une espèce de neuroleptique télévisuel, si vous voulez, médiatique. Et leur fonction est de dire aux gens, moutons, obéissez sans vous poser de questions. Je suis contre cette société. Je suis pour le relèvement moral de l'Occident. Et c'est pour ce faire que vous proposez de ce fait faire sécession avec ce manuel d'autodéfense contre la caste. Alors pour commencer, on va peut-être parler de cette sécession psychologique, psychique que vous évoquez, qui va directement à l'encontre de ce gavage médiatique. Oui, parce que ce que je crois, c'est que en réalité, le grand débat du XXIe siècle, du début du XXIe siècle au sein de la caste, c'est d'éviter la révolte. Et c'est de transformer le peuple en mouton, avec des stratégies d'hégémonie culturelle et de psychologie sociale qu'on a évoquées tout à l'heure. Le confinement en a donné quelques exemples, et je crois que nous n'avons pas, nous les résistants, suffisamment mesuré la mutation industrielle qu'il y a eu dans les stratégies de gouvernance. Depuis particulièrement les années 90, la caste mondialisée a développé, a industrialisé ce qu'on appelle la militarisation de l'information, c'est-à-dire que l'information est devenue un outil militaire pour dominer les peuples. Des cartels de l'information, d'ailleurs. J'adore épingler le cartel des médias subventionnés en France. Il y a une militarisation de l'information et il y a une industrialisation de la psychologie sociale. J'évoquais tout à l'heure les techniques pour instiller le principe de cohérence dans l'acceptation du crédit social à la chinoise par l'intermédiaire du pass vaccinal, du vaccin, du soutien à l'Ukraine. Il y a des techniques. Vous savez, à une époque, on avait un bon... Lise Trouss nous en a donné un exemple. Lise Trouss est passée à côté de l'exercice. Elle a révélé son plan à l'ancienne, en disant voilà ma stratégie, ma politique, mes objectifs. On ne fait plus comme ça. Maintenant, on vous explique que pour vous protéger, on va augmenter les impôts. Pour vous protéger, on va réduire vos libertés. Pour obtenir tel ou tel avantage, on va faire ce que vous n'auriez jamais accepté qu'on fît à une certaine époque. Donc, il y a cette industrialisation. Et je crois que nous pourrons reprendre le pouvoir sur nos vies. Et retrouver, je le redis, il ne s'agit pas seulement de pouvoir, il ne s'agit pas seulement de je ne suis pas d'accord avec Macron, avec Pierre, Paul ou Jacques. Il y a un enjeu de civilisation. Il y a un enjeu spirituel dans tout cela. C'est que nous sommes en train, petit à petit, de subir un étouffement en nous de notre conscience humaine. Et si nous voulons retrouver cette élévation vers notre propre humanité, nous devons nous libérer de ce joug culturel, psychique qui pèse sur nous. Et donc, il faut apprendre un certain nombre de stratégies. La première stratégie étant de penser par soi-même, alors que le bon vieux Emmanuel Kant appelait ça l'autonomie de la pensée. Aujourd'hui, nous vivons dans le règne de l'hétéronomie de la pensée. C'est-à-dire qu'on vous dit, si tu es seul à penser ça, c'est que tu es un con ou un complotiste ou d'extrême droite. Il faut qu'on réapprenne à penser seul et à penser par nous-mêmes. Donc, je propose la sécession culturelle pour le faire. Il faut débrancher sa télévision. Il faut débrancher son appareil radio. Il faut, ou alors, ne plus regarder que TV Liberté. Exactement. Mais il faut être capable, à un moment donné, de se retrouver seul dans sa chambre et dans l'abîme, dans l'angoisse de la solitude, être capable de réinterroger le monde. Moi, quand j'étais petit à l'école, on m'apprenait ça. Voilà. Je suis probablement dans le dernier train où on a appris ça à l'école, et les trains qui ont suivi, dans la logique de la massification de l'éducation, les trains qui ont suivi ont subi un système éducatif où on leur a dit il y a une vérité qui vient d'en haut et tu ne peux plus la remettre en cause. Et je crois que ça, c'est dramatique pour nos sociétés occidentales. L'homme occidental, c'est toujours individualisé, c'est toujours signalé dans l'histoire par sa capacité à penser seul.
Alors, ce que j'ai trouvé assez intéressant aussi sur ce plan-là, c'est que vous ne faites pas de prosélytisme. C'est-à-dire que quand vous expliquez une conversation où on vous traite de complotiste, vous restez extrêmement factuel, vous ne vous défendez pas, ce qui est un peu le lot commun de toutes les personnes qui reçoivent une accusation de complotisme. On se met toujours sur le reculoir et on essaie de convaincre forcément par des choses qui sont plus émotives que rationnelles. Oui, alors donc vous faites bien d'ailleurs de dire que ce livre est d'abord un ouvrage pratique. Hein. C'est pas un ouvrage de théorie sur la sécession. C'est un ouvrage pratique, c'est pour que les gens puissent matérialiser ce qu'est la sécession dans pratique une vie et très quotidienne. Réaliste. Pratique et réaliste. Et donc je crois que une des grandes astuces de la caste pour nous dominer, c'est de nous mettre en position de devoir justifier ce que nous pensons. Absolument. Et, or, en démocratie, on n'a pas à justifier ce qu'on pense. Si on le pense, on l'exprime, car il y a une liberté d'expression. Et devoir justifier ce pourquoi on pense ce qu'on pense, c'est, je vais le dire de deux façons, d'abord déjà avouer qu'on est coupable et rentrer dans un mécanisme d'infériorisation. Et deux, ça s'appelle en contre-influence, c'est une technique bien connue, ça s'appelle la technique en anglais, vous me pardonnerez la traduction. Nos téléspectateurs adorent l'anglais, n'hésitez pas. J'imagine, ça s'appelle l'insurmountable proof, c'est-à-dire que l'astuce de la caste, lorsque vous ne pensez pas comme elle, consiste à vous demander en permanence des preuves que vous ne pourrez jamais fournir. Et en disant, mais si tu ne penses pas, il faut que tu comme nous, il faut que tu prouves les raisons pour lesquelles tu ne penses pas comme nous. Et si vous voulez, ce qu'il faut d'abord dire, c'est, mais je n'ai rien à prouver. Et c'est cette mécanique d'infantilisation cachée qui est, prouve-nous que tu es un bon élève. Courbe le dos devant ton maître. C'est cette logique-là qu'il faut refuser. Donc moi, c'est vrai que régulièrement, on m'accuse, non pas d'être complotiste d'ailleurs, mais d'être conspirationniste, ce qui n'est pas la même chose. Ce qui vous vaut les honneurs de ce cher Rudi Reichstag. Alors, Monsieur Reichstag... Que vous aimez bien. Écoutez, je ne sais que penser. J'ai l'index, je suis dans une chaîne où certains auditeurs sont très chrétiens, donc je ne leur ferai pas l'injure de dire que c'est une espèce d'index daté. Hein, l'Église, à une époque, désignait les ouvrages qu'on n'avait pas le droit de lire. Cette fonction de mise à l'index a été reprise par Rudi Reichstag et Mendes France, je crois. Tristan Mendes France. Et ces gens-là, leur métier, c'est de ficher les gens. Bon, on a connu ça, hein, c'est le mode de... on a connu ça en France pendant la guerre. Bien sûr, oui. On fiche les gens et on les dénonce publiquement. Écoutez, je ne suis pas sûr que les familles de ces gens-là, je ne suis pas sûr que leurs grands-parents soient très fiers de leurs petits-enfants, de là où ils sont, parce que franchement, ces méthodes, je serais eux, je ne me regarderais pas. Alors, je sais qu'ils sont très bien payés pour faire ce qu'ils font. D'ailleurs, tout à l'heure, je fais une interview sur les modes de financement de ces organismes qui sont au service de la caste et qui sont en réalité des organismes de police politique. Je serais eux, Enfin, je ne sais pas comment leur famille vit leur activité, mais je pense que ce n'est pas très honorable. Vous parlez de financement justement de ce type d'organisme, mais moi je vais vous parler du financement de l'État, ce mastodonte parfois prédateur que vous dénoncez. Vous expliquez que faire sécession, c'est non pas arrêter de payer ses impôts, se mettre dans l'illégalité, non pas, ça c'est très important de le dire, hein, vous appelez pas les Français à ne plus respecter la loi, loin s'en faut. J'appelle les Français à respecter la loi. Absolument. Mais vous les appelez aussi à ne pas faire de zèle et à ne pas se sentir obligés de surfinancer cet État qui les oppresse. Parce qu'en réalité, dans les ruses, vous savez, Hegel parlait des ruses de l'histoire, je crois qu'il y a des ruses de la caste. L'une des ruses de la caste consiste maintenant, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'entends les gens dire « l'impôt c'est bien ». Il faut payer des impôts, c'est vachement bien. Et plein de gens dire, c'est une espèce de mantra de la gauche, il y a 90 milliards de fraude fiscale en France. Ce qui est un chiffre totalement bidon, c'est une fake news. Et on confond aujourd'hui l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale. Moi, je redis que la Révolution française, je sais que certains de vos spectateurs ne sont pas forcément en communion avec ce que je vais dire, mais je n'ignore pas, mais la Révolution française, elle a posé un principe que je trouvais intelligent, c'était d'ailleurs
le Mirabeau, qui avait écrit un livre sur ce sujet, son père en l'espèce, qui disait « il faut un impôt universel pour financer les dépenses publiques ». Donc moi, je suis sur une ligne parfaitement claire. Je pense qu'il faut un État régalien fort. Je pense qu'il nous faut une police mais limitée dans ses prérogatives, efficace. Je pense qu'il faut une armée efficace. Je pense qu'il faut une diplomatie efficace. Je pense qu'il faut une justice efficace. Je pense que l'hôpital n'est pas une fonction d'État. Et donc ça tombe bien, c'est pas efficace. Ah oui, ce n'est pas efficace. La police non plus. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, l'État se mêle de tout un tas de choses. D'éducation, je suis contre l'éducation nationale. Je pense qu'il faut, au moins pendant une bonne dizaine d'années, instaurer le chèque scolaire pour obliger l'éducation nationale à évoluer et à faire son aggiornamento. Donc moi, je suis pour qu'on ait un État très limité, mais très efficace. Et je suis prêt à payer un impôt pour cet État limité et efficace. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'État en France atteindra en 2023 pratiquement les 2 millions de fonctionnaires. Nous n'avons jamais eu autant de fonctionnaires en France et nous n'avons jamais eu autant de tirs au flanc dans les bureaux. Et nous n'avons jamais eu autant de faillites du service public que celle à laquelle nous assistons. Donc moi, je suis pour beaucoup moins de fonctionnaires. Je pense que 500 000 fonctionnaires d'État, ça suffit très largement. Et c'est un énarque qui nous dit cela. Je n'ai aucun problème là-dessus. Et je suis en revanche pour que les 500 000 fonctionnaires qui restent soient très bien payés, mais très efficaces. Et que s'ils ne font pas l'affaire, ils vont chez Pôle emploi. Et donc là-dessus... cette idée de c'est vachement bien de payer des impôts à tire-larigot, c'est par ce biais-là que nous entrons en soumission devant la caste. C'est parce que nous la finançons. Et donc je dis aux gens, mais ne payez pas d'impôts inutiles, vous financez vos bourreaux. Je suis pour que les gens, massivement, aient des logiques d'optimisation fiscale, d'optimisation sociale. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de payer des cotisations sociales quand on est salarié, si on peut être entrepreneur et en payer beaucoup moins. Et donc, je suis pour que nos modes de fonctionnement et nos modes d'intégration dans la société changent fondamentalement pour fermer le robinet de financement de cet État qui nous oppresse, de ce Léviathan, comme on disait à une époque. Dans cette sécession fiscale, il y a aussi un point très important qu'on n'a pas évoqué, c'est la question de la TVA, puisque vous expliquiez tout à l'heure qu'on achetait beaucoup, qu'on n'était pas toujours, on n'avait pas toujours besoin de ce qu'on achetait, et un bon moyen de limiter l'enrichissement de l'État, ou du moins le moindre appauvrissement de l'État, c'est bien sûr de limiter la TVA qu'il reçoit. Alors, je crois que les gens doivent, en réalité, si vous voulez, c'est une mécanique, j'allais dire, de parasitisme. On pousse les gens à acheter pour augmenter leurs besoins de trésorerie et pour, à chaque fois, ponctionner une partie de leur richesse. Parce qu'il y a l'impôt sur le revenu, ensuite il y a l'impôt sur la consommation. Et donc, c'est une idéologie qui est, au fond, une idéologie qui est une idéologie étatiste, qui est une idéologie qui dit « mais vivez pour nourrir une caste bureaucratique qui est au service d'une caste supérieure qui vous opprime ». Moi, je crois qu'il faut retrouver des marges d'autonomie. Certains survivalistes, moi je ne suis pas survivaliste, mais le préconisent aussi. Et les marges d'autonomie qu'il faut retrouver, ce sont des marges qui nous détachent de cette dépendance aux biens matériels dans laquelle nous vivons. C'est une question de relèvement spirituel. Je vais rejoindre un certain nombre de chrétiens. En réalité, à la naissance du christianisme, il y a bien cet éloge de la pauvreté qu'on retrouve chez le Christ. Je ne fais pas un éloge de la pauvreté. En revanche, je dis juste, est-ce qu'on est réellement obligé de s'endetter pour acquérir des biens de consommation qui relèvent le plus souvent du fétichisme ou de la soumission? Le téléphone portable, il y a une publicité, je crois, qui dit « votre meilleur ami en cas de crise, en cas de... C'est votre téléphone portable. » Oui, enfin, c'est surtout le meilleur ami de la police qui vous surveille. Alors ça aussi, c'est assez amusant, parce que vous en parlez, mais là encore, sans excès. Vous dites, oui, bon, bah, ça arrive, effectivement, que la police puisse vous écouter, mais enfin, globalement, il y a quand même pas mal de temps où ils ne vous écoutent pas. Et c'est ça qui est assez agréable, c'est que, j'allais dire, c'est pas un livre mytho.
comme on dit souvent. On n'est pas non plus les derniers du réfugié dans des caves clandestines. Et donc, vous avez un côté où vous prenez ça un peu à la rigolade. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les gens se déstressent et ils ne sont pas en train de fomenter non plus le terrassement de l'État quotidiennement. Et donc, la police ne passe pas son temps à les écouter non plus. Alors, c'est-à-dire qu'il faut avoir à l'esprit que selon l'avis des professionnels de la sécurité, la police n'est capable que de neutraliser 10 000 personnes. C'est-à-dire que, globalement, la police déciderait de se transformer en État soviétique. On n'en est pas très loin, mais on ne l'est pas encore complètement. La police ne peut mettre en goulag ou ne peut neutraliser à la chinoise que 10 000 personnes en France, difficilement plus. C'est une des raisons pour lesquelles on ne reconduit pas à la frontière les 200 000 ou 300 000 clandestins en France. C'est que nous n'avons pas la taille critique pour le faire. Donc, il y a plus de 10 000 résistants en France. Donc, il faut avoir confiance. Il suffit d'être le 10 001e. Voilà, il faut être le 10 001e. Et à partir de ce moment-là, on a appelé. Donc, il faut, si vous voulez, modérer les angoisses. Et par ailleurs, il faut se dire que la police ne cherche que des choses très précises. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai la faiblesse d'imaginer que je dois être à peu près surveillé. Mais ce que la police... Quand ils ne vous mettent pas au chaud ? Quand ils ne me mettent pas au chaud. Mais ce que la police cherche, au fond, c'est de savoir si je suis payé par les Russes, avec qui je parle, ce que je fomente quand je mets mon téléphone en sourdine. Et comme il se trouve que je ne fomente rien de particulier et que je n'ai pas de lien financier avec la Russie, je trouve un peu dommage de gaspiller du temps de policier pour chercher des choses qui n'existent pas, mais ça ne m'empêche pas de vivre et d'assumer mes vices qui sont nombreux et mon mauvais caractère qui est légendaire, nous en parlions tout à l'heure. Je ne vais pas me mettre à psychoter en permanence parce que je suis écouté. Et au fond, je suis convaincu que les policiers qui m'écoutent doivent se marrer régulièrement parce que finalement je suis plutôt hédoniste, rigolard, je fais des choses sympas et je suis heureux de leur faire passer du bon temps quand ils doivent se consacrer à des temps désagréables de surveillance. Et donc, il faut le vivre sereinement, si vous voulez. Et là-dessus, je vois plein de gens, puisque vous avez évoqué Rester Libre. Dans le cadre de Rester Libre, on mène des opérations de sécession. Je vois plein de gens qui sont obsédés à l'idée de « je ne veux pas être identifié ». À un moment donné, on l'est tous. Et le fait que la police sache ce que vous faites, dès lors que ce n'est pas illégal, n'a rien de très embarrassant. Et même quand ce sont de petites illégalités, au fond, ce n'est pas un sujet. En fait, il faut trouver un bon équilibre entre la naïveté totale qui consiste à dire « de toute façon, j'ai rien à me reprocher » et l'obsession d'être sans arrêt avec la patrouille au-dessus de la tête. Il faut assumer ce qu'on est. Et il faut que les gens arrêtent de se dire « mais un policier arrive, je suis coupable ». Vous savez, il y a des gens comme ça, ils voient un policier, ils disent « je suis coupable ». Il faut assumer ce qu'on est et il faut se dire qu'on est tout à fait libre d'être ce qu'on est. Et je crois que c'est un exercice important. Le capitalisme de surveillance nous confronte au droit d'être nous-mêmes et à notre capacité à le soutenir. Et je crois que les gens, à un moment donné, doivent se dire « mais je suis en démocratie, je fais ce que je veux ». Cette affirmation-là, elle manque cruellement. C'est assez bizarre, d'ailleurs, parce que quand on se souvient des errances des années 70, où il y avait une espèce de floraison de choses en tout genre, et aujourd'hui, on est dans des sociétés extrêmement sèches, où les gens sont terrés, sont recroquevillés, ont peur d'être eux-mêmes. Je crois qu'il faut arrêter avec cette peur d'être soi-même. Et avec cette peur tout court que vous évoquez aussi avec cette sécession qui m'a particulièrement marqué, cette sécession médicale, oui. Où vous critiquez assez virulemment la pratique allopathique de la médecine actuelle, oui. En revenant tout simplement à des fondamentaux, à savoir la prévention que nous semblons avoir tous oublié. Oui, alors là aussi, si vous voulez, je suis fasciné parce que je vois des gens... j'ai été un jour harponné par un ex-député... qui s'appelle Georges Fenech, qui explique que... Ah oui, vous l'aimez bien, lui, visiblement. Bah, écoutez, c'est quand même impressionnant. Le gars, il vous explique que si vous ne passez pas votre vie à prendre des pilules, vous êtes dans une secte. Et là, vous dites, mais attendez, monsieur, le bon sens, c'est, par exemple, de
de ne pas manger de réglisse tous les jours parce que ça donne de l'hypertension, ne pas manger de sel tous les jours. Mais on peut prendre des tisanes avec des herbes dont les bienfaits sont reconnus depuis des siècles sans être dans une secte. Il faut peut-être rappeler que la profession d'herboriste en France, elle a été interdite par le régime de Vichy en 1941. Et que donc, il y a une histoire. Au même moment de la création de l'Ordre des médecins, non? Alors, ça a été l'enchaînement. Vichy a créé l'Ordre des médecins et a interdit les herboristes. C'est-à-dire l'allopathie toute puissante est un héritage du régime de Vichy. Et si vous voulez, tout le monde sait qu'il y a des inconvénients à prendre trop de paracétamol. Il y a des effets secondaires. Et il se trouve que, en plus, il y a des ruptures d'approvisionnement et que donc il y a des produits naturels qui ne sont pas nocifs s'ils sont bien utilisés et qui peuvent tout à fait être utilisés pour soigner des petits bobos. Et il ne s'agit pas de dire c'est l'un ou l'autre. Vous savez, les gens vous disent « Ah, mais si vous aimez la médecine par les plantes, si vous aimez en gros, ces produits naturels, ça veut dire que vous êtes contre la chimiothérapie, contre le cancer. Et personne n'a jamais dit ça. Il ne s'agit pas de dire que c'est l'un ou l'autre. Simplement, il s'agit de dire que c'est vrai que les pilules, souvent, ça détraque le corps. Il y a des effets secondaires extrêmement désagréables. Et que si on a une suspicion d'avoir un risque de cancer, il vaut peut-être mieux adapter son mode de vie plutôt que de se dire « je me prendrai des pilules et tout ira bien ». Et cette évidence-là, qui n'a rien de polémique, elle est devenue aujourd'hui, dans l'espèce d'idéologie scientiste dont nous sommes abreuvés quotidiennement, une espèce d'affirmation d'appartenance à une secte. Et je trouve ça totalement hérissant. Et je redis aux gens, il suffit d'aller en Allemagne, où il y a des Heilpraktiker. Il suffit d'aller en Suisse, où le recours aux médecines naturelles est quelque chose qui est vécu comme tout à fait normal et complémentaire de l'allopathie, et certainement pas une manifestation d'hostilité au progrès scientifique. Tout ça. Et donc je redis aux gens, libérez-vous de cette tyrannie de l'allopathie. Je connais beaucoup de Parisiens qui me disent oui, trop d'états, trop de bidules, mais en revanche, la médecine naturelle, c'est le signe que le charlatanisme, la magie, l'obscurantisme, tout ça est totalement ridicule. Je pense qu'il suffit d'interroger son propre bon sens pour se dire, bah oui, c'est vrai que si je n'ai pas un mode de vie sain, j'expose plus ma santé que si j'ai un mode de vie sain. Dans votre livre, j'ai relevé à plusieurs reprises plusieurs façons de décrire cette sécession. Un sport de combat collectif, oui. Vous dites, oui. Une préservation discrète, oui. Mais vous dites aussi une émancipation. Finalement, oui. Comment faire le résumé de ces termes? Alors, je précise pourquoi c'est un sport collectif. C'est qu'on a un vrai sujet névralgique qui est celui de l'éducation. En réalité, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse retrouver des voies d'éducation émancipées de l'hégémonie culturelle de la caste. Et donc de l'éducation nationale, pour parler de ça. De l'éducation nationale, mais pas que, parce qu'un certain nombre d'établissements privés sous contrat ont des pratiques totalement ahurissantes. Et se sont laissés envahir par la culture woke, l'obsession, la culture de l'excuse, cette espèce de gnagnasserie de la bienveillance qui est en réalité une immense hypocrisie. Et donc, nous nous relèverons moralement lorsque nous serons capables de développer une éducation émancipée de tous ces codes implicites de la soumission. Et aujourd'hui, vous le savez, la loi a rendu très compliqué l'exercice de l'école à domicile. Donc il faut être capable de structurer une démarche collective pour faire reculer l'État et ses normes et ses réglementations liberticides. Et c'est particulièrement nécessaire dans l'hypothèse où l'État se déciderait à faire usage de son monopole de la violence légitime, comme on dit, qu'il a aussi un vaste pipotage. Et donc, supposons que Emmanuel Macron déclare l'état de siège pour rétablir l'ordre dans ce pays et déclare la neutralisation des réseaux sociaux. Ce sont des choses qui paraissent aujourd'hui
Mais on nous aurait dit il y a 2 ans, il va y avoir une pénurie de carburant et le gouvernement va apparaître en col roulé pour diminuer les consommation. On aurait dit, mais enfin, c'est du pipeau, c'est du complotisme de dire ça. Depuis le Covid, on s'attend à tout quand même, voilà. faut être honnête. Et donc, le recours à l'état de siège et à la surveillance, à la neutralisation des réseaux sociaux est quelque chose qui est pratiqué, qui a été pratiqué notamment dans les pays en crise, la Chine, l'Ukraine. Il faut se dire comment on organise la résistance, c'est-à-dire que la sécession, à ce moment-là, elle se fera dans un autre cadre, qui est celui d'un glissement forcé vers la clandestinité. Et il faut qu'on puisse organiser une communication entre nous en situation de clandestinité. Je sais que plein de gens disent... Simplement, s'ils suivent l'actualité de façon un peu serrée, ils savent que les coupures d'électricité, il y a un plan officiel de coupure d'électricité par tournante de 2 heures dans le pays, et que la coupure d'électricité de 2 heures concernera aussi les téléphones portables, les réseaux téléphoniques. C'est-à-dire qu'on a d'ores et déjà anticipé le fait que dans ce pays, 2 heures par jour, il n'y aura plus de possibilité par tournante dans les régions, d'utiliser les réseaux sociaux. Ce qui est une excellente façon de casser toute possibilité de résistance organisée. Et là-dessus, nous devons... C'est une belle façon de se désintoxiquer aussi, il faudra en profiter. Donc, il faut en profiter, mais il faut un plan de continuité. C'est ce qu'on nous apprêtons à faire dans Rester libre. On est en train de préparer un plan de continuité de la sécession en cas de déclaration de l'état de siège en France, c'est-à-dire la possibilité de continuer à s'organiser sans dépendre des réseaux sociaux avec un certain nombre de codes, de pratiques, etc. Et ça, la résistance durant l'occupation a été collective et nous devons retrouver ces modes de fonctionnement. On a oublié comme ils faisaient, il faut qu'on les retrouve et il faut qu'on se prépare. On s'est fait avoir en 40, il ne faut pas qu'on se fasse avoir une deuxième fois. Pour conclure cette émission, Éric Vérag, vous insistez sur le fait que ce n'est quand même pas un long fleuve tranquille, qu'il faut consentir, faire certains sacrifices pour faire cette sécession, qu'il faut parfois accepter effectivement la clandestinité dont vous venez de nous parler, une forme de désobéissance civile qui n'est pas de l'illégalité, mais il faut tout simplement assumer qui l'on est. Il faut faire la résistance passive. On a un problème, je vais être impopulaire. On a un problème, c'est que la culture de la paresse qui existe dans ce pays, il y a une culture de la paresse en France. Et ce n'est pas un hasard si les grands défenseurs de l'ordre international comme Sandrine Rousseau, le pipotage sur la transition énergétique, Sandrine Rousseau, elle défend aussi le droit à la paresse. Parce que ces gens-là se nourrissent de la veulerie, de la facilité qu'il y a à obéir. Et effectivement, désobéir est plus compliqué, demande plus d'efforts qu'obéir. Et on a un problème dans ce pays, c'est que la culture militante de l'engagement, la culture de l'exigence personnelle dans la défense d'une cause, elle a été complètement diluée et même étouffée par des décennies d'éloge de la paresse, de 35 heures par semaine, de protection toujours plus grande, de « ah, c'est pas... » Je discutais avec un journaliste catholique d'un journal catholique ce matin qui disait « tous ces patrons qui exploitent les salariés ». Là, vous vous dites « mais c'est quoi cette culture où demander aux gens de travailler, c'est de l'exploitation » et cette culture-là, elle nous a contaminés. Je vois que quand même dans la vie militante, il y a un zapping militantiste. Il y a un zapping associatif. Les gens vous disent « non mais alors en fait, le Great Reset, on va le combattre, on va faire une action, on va faire un tweet et puis on a gagné ». Non, ça va demander beaucoup plus de jus de crâne et beaucoup plus d'huile de coude que ça. Et on a une difficulté, c'est que les gens sont plus trop de jus de crâne et plus trop d'huile de coude. Ils sont beaucoup plus paresseux qu'avant. Et il y a un électrochoc impopulaire à faire, c'est de dire aux gens, maintenant, il faut se remettre au travail. Et le relèvement moral ne va pas se faire en un claquement de doigts, il va se faire dans la douleur et dans la souffrance. Et ceux qui promettent la facilité et la tranquillité, ce sont ceux qui nous oppriment. Et il faut admettre un point, c'est que si nous voulons nous libérer, nous devrons souffrir.
Merci beaucoup Éric Vérac. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Sécession, manuel d'autodéfense contre la caste. C'est aux éditions Culture et Racines et c'est disponible sur le site tvl.fr. Je vous invite à faire l'acquisition de ce livre qui, encore une fois, fait preuve de pragmatisme, de réalisme, est assez mesuré, contrairement à ce à quoi on peut s'attendre. Donc, une bonne idée de cadeau pour Noël qui arrive. En attendant, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de partager et de commenter cette émission, de cliquer sur le pouce en l'air, bien évidemment, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait non plus. En attendant, de se retrouver la semaine prochaine. À bientôt.